Le son ne marche pas. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4. Si on dit que ça marche, c'est bon? Ouais. Pas très fort. Alors, 1, 2, 1, 2. Bah voilà, super. Merci. Bienvenue, mesdames et messieurs. Bonsoir pour ce conseil municipal du mardi 23 juin. Je vais, avant de commencer l'ouverture de ce conseil municipal, faire l'appel des élus présents. Anan Mahalem. Présente. Stéphane Bergonnier. Laurence Blanc. Présente. Bernard Capu. Nathalie Marchand. Denis Demerseman. Nadia Ouldalmer. Bernadette Marc. André Simon. André Ginoux. Ok. Alain Ourliac. Ah, c'est pour ça que M. Capu n'est pas là aussi. Ils sont au SMICTOM, il y a une cabaret, M. Ourliac et M. Capu sont excusés, puisqu'ils sont à la... Quand on est élu, ils sont au conseil d'administration du syndicat des ordures ménagères. Christian Jouve. Marie-Claude Drabec. Jean-Pierre Cabaret, du coup, excusez. Christian Rigal, qui lui également est excusé, puisque ce soir, nous avons le conseil d'administration du syndicat départemental d'électrification, et M. Rigal en est le vice-président. Marie-Laure Gay. Stéphane Marliac. Muriel Philippe. Laurence Orcival. Cédric Paluel. Cindy Sompérac. Amélie Lacombe. Sébastien Moreau. Stéphane Filion. Mathieu Sino-Viecki. Anaïs Bondurant. Charles Pichery. Manon Stemelen. Ce soir, la secrétaire de séance sera Bernadette Marc. Chers élus, avant de commencer ce conseil municipal, vous dire aussi la joie et le bonheur pour la ville de Saint-Sulpice, et je l'ai annoncé tout à l'heure, que M. Christian Rigal a été élu vice-président du syndicat départemental d'électrification du Tarn. Donc il fait partie des vice-présidents qui gèrent le SDET. Donc on a un de nos conseillers municipaux qui est représenté. Nous avons également la joie et l'honneur aussi d'annoncer que M. Jean-Pierre Cabaret, autre conseiller municipal de la majorité, a été élu vice-président au syndicat mixte intercommunal de la collecte et du traitement des ordures ménagères, le SMICTOM du Voray. Et enfin, troisième élu, un troisième vice-président pour la ville de Saint-Sulpice, au syndicat intercommunal des eaux de la Montagne Noire, pour le nom de M. Capu. Donc la ville de Saint-Sulpice, grâce à l'engagement des conseillers municipaux, pourra en tout cas briller, être représentée dans la plupart des instances, notamment concessionnaires. Nous allons passer à l'approbation du procès-verbal des derniers conseils municipaux du 19 mai et celui du 5 juin qui a été très rapide. Mesdames et messieurs, avez-vous des questions, des remarques ou des observations avant de passer au vote? Pas de questions, pas de remarques. Je vous propose donc de passer au vote de l'approbation du conseil municipal du 19 mai. Qui est contre? Qui s'abstient? Vote à l'unanimité. Pour celui du conseil municipal du 5 juin, qui est contre? Qui s'abstient? Vote à l'unanimité. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, je vous propose, chers conseillères, chers conseillers également, ce soir, si vous en êtes d'accord, de proposer une modification d'ordre du jour dans la présentation
des points pour faciliter aussi la de nos agents qui viennent sympathiquement vous éclairer ou en tout cas répondre aux questions que vous pourriez avoir. Et donc sur ce point-là, ce soir, nous accueillons Jean-François Robic, qui est chef Petite Ville de demain, mais également directeur du pôle aménagement urbanisme. Et donc je vous propose de mettre les points liés à l'urbanisme et au foncier, les points numéros 20, 21 et 22 de cet ordre du jour, au démarrage de l'ordre du jour. Donc c'est une inversion. Les derniers points qui étaient tout à la fin, les mettre tout au début. Est-ce que vous en êtes d'accord? Vote à l'unanimité. Je vous propose un main levée. Qui est contre? Qui s'abstient? OK. Donc nous allons faire un transfert des 3 points urbanisme, ce qui nous permettra de démarrer de manière paradoxale, contre-intuitive, par le point numéro 20, vous l'avez compris, sur l'engagement d'une procédure en vue de la cession de chemins ruraux et l'organisation d'une enquête publique. Pour présenter ce point, je vais laisser bien entendu la parole à monsieur l'adjoint à l'aménagement, à l'urbanisme et à la cohésion du territoire, Denis Demerseman. Merci monsieur le maire. Donc point numéro 1 sur le foncier, engagement d'une procédure en vue de la cession de chemins ruraux et organisation d'une enquête publique. C'est un point qui a été présenté en commission municipale urbanisme le 10 juin à l'ensemble de la commission. Donc la commune a été saisie par 3/3 d'une demande pour acquérir les chemins ruraux suivants. Le numéro 23, les Barthes cadastré ZK10 d'une contenance d'environ 2150 m² par M. Cazot. Le 3210 chemin Al-Rivalou cadastré ZO80 pour une contenance d'environ 560 m² par M. Morel. Et une partie du chemin de Canté-Crabe cadastré section ZC14, contenance environ 910 m² par M. Cahuela. Donc il s'agit de chemins menant uniquement aux propriétés des tiers qui sont demandeurs. Alors je vais vous passer la procédure pour ne pas la procédure de leur demande, mais l'ensemble de ces chemins ruraux ou parties donc concernés ne sont plus affectés à l'usage du public et par conséquent il n'y a plus lieu de les utiliser. Suite aux 3 sollicitations des propriétaires susmentionnés, la commune est fondée d'envisager l'engagement d'une procédure d'enquête publique unique. Cette mutualisation des démarches présente un intérêt certain en termes de bonne administration puisqu'elle permet de rationaliser les coûts afférents à l'organisation de l'enquête, tout en traitant de manière concomitante les 3 projets de cession des chemins ruraux concernés. Dans le cadre de la cession des chemins ruraux, les frais de bornage préalables et les frais d'actes notariés seront supportés en totalité par les propriétaires acquéreurs, sans participation de la collectivité. Au regard du cadre réglementaire applicable aux chemins ruraux susmentionnés, ils bénéficient d'un régime de droit privé et de ce fait peuvent être vendus sous condition. Condition ne plus être affectée à l'usage public, ce qui est le cas. La vente d'un chemin rural n'est possible qu'après enquête publique, ce que nous allons décider. Et avant d'entamer la procédure, le maire doit désigner par un arrêté un commissaire enquêteur et préciser l'objet de chaque enquête. Avant d'entamer la procédure d'enquête publique, la collectivité élabore un dossier d'enquête publique pour chaque projet. À l'expiration du délai d'enquête, ce registre est clos et signé par le commissaire enquêteur et envoyé au maire, accompagné des conclusions motivées. Une délibération du conseil municipal doit être prise pour décider de l'aliénation des chemins ruraux, fixer les modalités de cession et mettre en demeure les propriétaires riverains. Donc il est proposé, dans ce cadre-là, à l'Assemblée, d'autoriser monsieur le maire à constater la désaffection des chemins ruraux concernés, de décider d'engager une procédure en vue de la cession des chemins ruraux désignés ci-dessus, de décider l'organisation d'une enquête publique unique portant sur l'ensemble des chemins ruraux susvisés, et d'autoriser monsieur le maire à saisir le président du tribunal administratif territorialement compétent en vue de la désignation d'un commissaire enquêteur, d'élaborer et de constituer le dossier d'enquête publique, de fixer les modalités d'organisation de l'enquête, d'ouvrir et d'organiser l'enquête publique par arrêté, d'accomplir toutes les formalités nécessaires à cette procédure.
il est précisé que le conseil municipal se prononcera définitivement sur la cession des chemins ruraux au vu des résultats de l'enquête publique et des conclusions du commissaire enquêteur. Et enfin, il faut habiliter Monsieur le maire ou son représentant à effectuer toutes les formalités et signer toutes les pièces nécessaires à la mise en application de cette délibération. Voilà, donc il s'agit de 3 chemins qui seront entièrement privés. Merci, monsieur l'adjoint. Y a-t-il des questions sur ce point? Pas de questions. Je vous propose, en tout cas, l'exposé était très clair. Effectivement, on attend, vous l'avez compris, on attend d'avoir un certain nombre, comme il y a une enquête publique, un certain nombre de demandes de particuliers sur des chemins. On ne le traite pas au fil de l'eau, sinon ce serait compliqué. On attend d'avoir plusieurs chemins, donc souvent les propriétaires peuvent râler en disant c'est un peu long, mais on attend d'avoir assez de chemins pour constituer un fond de dossier auprès des notaires et puis auprès de l'enquêteur public pour ne pas embêter tout le monde non plus. Et donc là, on a assez de chemin pour dérouler. Je vous propose de passer au vote pour cet engagement d'une procédure en vue de la cession de chemins ruraux et donc l'organisation d'une enquête publique. Qui est contre, qui s'abstient, vote à l'unanimité. Merci beaucoup. On va passer sur le point, toujours contre-intuitif, 21, sur le bilan de la concertation de la modification numéro 1 du PLU, PLU acronyme au plan local d'urbanisme. Pour laisser présenter ce point, je vais laisser la parole à toujours Denis Demerseman. Merci Monsieur le maire. Donc le point 21, bilan de concertation de la modification numéro 1 du plan local d'urbanisme, le PLU. Vous avez reçu un certain nombre de documents que vous avez pu consulter avant le conseil municipal. Et ce point a été présenté en commission municipale d'urbanisme, cadre de vie et transition le 10 juin 2026 également. Donc, par délibération du 21 janvier 2025, la commune de Saint-Sulpice a prescrit la modification de son plan local d'urbanisme et défini les modalités de concertation suivantes. Alors, je vous passe la lecture de toutes les modalités qui ont été mises en place, simplement pour passer au résultat, puisqu'il n'y avait pas d'obligation de modalités aussi lourdes, mais nous avons souhaité mettre en place une concertation pour la présente procédure, puisque ça nous semblait plus cohérent et plus correct vis-à-vis de la population et des parties prenantes. Donc la commune de Saint-Sulpice, dans un souci de transparence, a souhaité mettre en place une concertation préalable qui s'est tenue entre le 2 mars 2026 et le 11 mai 2026. Pour répondre à ces modalités de concertation, ont été réalisées une publication, un affichage, un communiqué de presse, une création d'une page dédiée, la mise à disposition d'un dossier et d'un registre, la création d'une adresse mail, un boitage, l'organisation de 2 réunions de concertation et l'organisation d'une réunion publique de présentation, la publication sur le Facebook de la ville et enfin l'affichage sur les panneaux sucettes de publicité présents sur le territoire de la commune. Ont été recueillis au cours de cette consultation 3 observations sur le registre ne relevant pas de la procédure de modification. Je répète bien la différence entre cette modification et la révision qui aura lieu plus tard et qui sera un acte beaucoup plus lourd et beaucoup plus long. 6 courriers ne relevant pas de la procédure de modification et 29 mails, dont 12 ne relevant pas de la procédure de la modification. Les observations et remarques recueillies lors des réunions publiques et par les autres supports ont été traitées par thématique. Alors on va aborder un petit peu les thématiques. La première thématique, c'était l'évolution de l'OAP, OAP orientation d'aménagement et de programmation. Les échanges et les contributions qui ont eu lieu ont porté sur les évolutions envisagées de l'OAP, notamment l'élargissement de la notion d'équipement public, permettant d'envisager une plus grande diversité des projets d'intérêt général. L'augmentation de la part de logement, afin d'anticiper les orientations du schéma de cohérence territoriale, le SCOT. La prise en compte du classement d'un cours d'eau au sein de ce périmètre, impliquant les contraintes réglementaires spécifiques, nouvelles contraintes depuis le précédent PLU. Il a été rappelé que l'OAP fixe les orientations d'aménagement sans créer d'obligation de construire ou de vendre. La mise en œuvre des projets reste conditionnée à la maîtrise foncière. Les habitants
ont également été attentifs à la nature des équipements envisagés, à leur localisation, ainsi qu'aux impacts potentiels en matière de cadre de vie et d'environnement. Ça, c'est pour les modifications liées à l'OAP. Deuxième grande modification sur ce PLU, la création d'une zone UCA et l'encadrement de la constructibilité. La création de la zone UCA constitue un point central des échanges. Cette évolution donc vise à limiter la production de nouvelles habitations, encadrer les droits à construire, contribuer aux objectifs de sobriété foncière et de réduction de l'artificialisation des sols. Il a été précisé que la zone UCA reste une zone urbaine constructible, mais avec des règles plus restrictives. Elle ne constitue pas une extension de l'urbanisation, mais une évolution d'un zonage déjà existant, la zone UC. Les constructions existantes situées dans le périmètre seront intégrées dans cette zone. Les modalités précises d'encadrement, emprise au sol, implantation, division parcellaire sont en cours d'élaboration et tiennent compte des contributions recueillies. En ce qui concerne les projets dits familiaux, une attente forte a été exprimée concernant la possibilité de permettre des projets de construction à destination des membres d'une même famille, notamment dans le cadre de divisions parcellaires en vue de construire. Il a été signalé cependant et souligné que si cette demande est intégrée aux réflexions en cours, la collectivité ne peut juridiquement garantir le caractère familial des projets dans la durée. Concernant le cadre réglementaire et la portée de la procédure, les participants ont été informés des limites de la procédure de modification qui ne permet pas de remettre en cause la profondeur du zonage, ces évolutions relevant d'une révision ultérieure, donc la révision du PLU que nous ferons ultérieurement. Laisse applicable le règlement en vigueur jusqu'à l'approbation de la modification, ne permet pas la mise en œuvre d'un sursis à statuer dans ce cadre. La modification engagée s'inscrit dans une démarche progressive en amont d'une révision plus globale du PLU. Ensuite, en point numéro 5, l'information et participation et suite de la procédure. La concertation a également porté sur les modalités d'information et de participation du public. Il a été précisé qu'une enquête publique sera organisée sur une durée de 30 jours. Ça, pour le coup, c'est une obligation. Plusieurs supports d'information seront mobilisés, sites internet, réseaux sociaux, etc., afin de garantir une large participation. Les contributions recueillies dans le cadre de la concertation seront prises en compte, y compris celles relevant d'une future révision du document d'urbanisme. Et en point numéro 6, les points de vigilance, justement, qui ont été exprimés. Plusieurs préoccupations ont été formulées par les participants, notamment les impacts environnementaux, la capacité des réseaux et des voiries à accompagner les évolutions envisagées, la localisation et l'intégration des équipements publics, le maintien des possibilités de construction adaptées aux besoins locaux. Cette concertation a permis de mettre en évidence un intérêt marqué des habitants pour l'évolution du document d'urbanisme, ainsi qu'un attachement à la préservation du cadre de vie. Les observations recueillies traduisent la nécessité de concilier la maîtrise de l'urbanisation et les objectifs de sobriété foncière, le maintien d'une certaine capacité d'évolution du tissu urbain, la prise en compte de besoins des habitants et du développement équilibré du territoire. Elles ont contribué à nourrir la réflexion engagée par la collectivité dans le cadre de la présente procédure de modification du PLU et seront, le cas échéant, prises en compte dans la révision à venir. Il est donc proposé à l'Assemblée de dresser le bilan de la concertation de la modification numéro 1 du PLU de la ville de Saint-Sulpice, de préciser que toutes les modalités de concertation ont été respectées et de poursuivre la démarche de modification numéro 1 du PLU, d'habiliter Monsieur le maire ou son représentant à effectuer toutes les formalités et à signer toutes les pièces nécessaires à la mise en application de cette délibération. Merci beaucoup pour cet exposé. Y a-t-il des questions? C'est bon? Oui. Donc Stéphane Fillon pour le groupe Saint-Sulpice Demain. Juste pour expliquer la raison de notre abstention sur ce point-là, sur ce bilan, dans la mesure où on ne peut pas dissocier la nature des projections qui sont faites. Il y en a certaines d'entre elles qui nous semblent aller vraiment dans le bon sens. Ça nous semble opportun, on en avait discuté en commission.
notamment sur la création de la nuance UCA qui permet de limiter certaines zones urbanisables. En revanche, on avait plus de réserves et on en a aussi discuté en commission sur la réforme de l'OAP et en particulier un point de vigilance qui était le nôtre sur le changement de la destination des équipements publics initialement qui deviendraient des équipements d'intérêt collectif. Et on avait la crainte que ce soit l'occasion d'ouvrir ces espaces à la construction de projets privés, alors qu'aujourd'hui, c'était des équipements qui étaient à vocation strictement publique. Donc voilà, cette nuance-là nous inquiétait un tout petit peu. Et d'autre part, malgré les questions qu'on a posées, les éléments de réponse qu'on a obtenus, on continue fondamentalement de ne pas comprendre quelle nécessité et quelle urgence il y a aujourd'hui à faire cette modification, non pas précipitamment, mais un peu rapidement, alors même qu'il y a une révision qui va arriver par la suite. Et on ne peut pas s'empêcher de penser qu'il y a possiblement des projets qui sont en cours et dont on n'a pas connaissance et qui nous laissent à penser qu'il y a peut-être des éléments qui nous manqueraient, en tout cas pour voter en toute confiance ce bilan. Merci pour votre transparence. Je vous propose donc de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc le groupe Saint-Sulpice demain, Stéphane Filion, Mathieu Signovecchi avec la voix de M. Pichery, Manon Stemelen et Mme Bondurant avec la double voix de M. Filion. Donc un vote majoritaire. Merci beaucoup. On va passer au point numéro 22 sur l'avis de la commune de Saint-Sulpice-la-Pointe sur une demande d'enregistrement au titre des ICPE pour notamment, on parlait tout à l'heure de SMICTOM, donc le syndicat mixte intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères, vous le savez, proche de la ZAC des Cadeaux à la sortie de la ville sur la zone qu'on appelle la Viguerie. Et pour présenter ce point, je vais laisser la parole à monsieur l'adjoint à l'aménagement, à l'urbanisme et à la cohésion du territoire, Denis Demerseman. Merci, monsieur le maire. Donc, avis de la commune sur la demande d'enregistrement au titre des ICPE pour la déchetterie du SMICTOM de la région de l'Avor. Donc, point présenté en commission municipale, lui aussi, le 10 juin 2026. Donc, le SMICTOM, syndicat mixte intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères de la région de l'Avor, gère une déchetterie sur le site de la Viguerie à Saint-Sulpice-la-Pointe. Ce site a fait l'objet d'une déclaration d'installation classée sous la protection de l'environnement en 2016, sous le régime de déclaration avec contrôle périodique, sous les rubriques que je vous passe en date du 21/01/2016. Lors d'une visite d'inspection en date du 14 mai 2025, il a été constaté que le volume des déchets non dangereux présents sur la déchetterie était supérieur à 300 mètres cubes, seuil bas du régime de l'enregistrement pour ce type d'installation. Ainsi, l'inspecteur a demandé à ce que le SMICTOM statue sur sa volonté de retrouver une capacité de collecte de déchets non dangereux inférieure à 300 mètres cubes ou, si ça n'est pas le cas, et nous sommes dans ce cas de figure, de se régulariser en déposant un dossier de demande d'enregistrement au titre de la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement. Du fait de l'augmentation des apports de déchets, la déchetterie de la Viguerie ne peut maintenir un volume de déchets non dangereux inférieur à 300 mètres cubes et doit donc faire évoluer son régime, du régime de déclaration avec contrôle vers le régime d'enregistrement. En effet, la capacité de collecte de déchets non dangereux est actuellement supérieure à 300 mètres cubes. La régularisation des statuts administratifs s'avère donc nécessaire. La consultation du public sur la demande d'enregistrement présentée par le SMICTOM de la région de l'Avor pour son projet se tient le lundi 2 juin 2026, du lundi 2 juin 2026 au mercredi 1er juillet 2026 à la mairie de Saint-Sulpice-la-Pointe. L'avis de la commune est sollicité par le préfet du Tarn dans le cadre de son arrêté portant ouverture d'une consultation du public sur la demande d'enregistrement au titre de la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement en date du 4 mai 2026. Il est donc proposé à l'Assemblée d'émettre un avis sur la demande d'enregistrement au titre des ICPE pour la déchetterie du SMICTOM de la région de l'Avor et de charger Monsieur le maire de transmettre l'avis rendu par la commune à Monsieur le préfet du Tarn.
Merci beaucoup, Monsieur de Merseman. Y a-t-il des questions? Pas de questions. Je vous propose donc de vous soumettre au vote cet avis de la commune qui est contre, qui s'abstient, vote à l'unanimité. Merci beaucoup. Nous allons revenir à l'ordre du jour intuitif en numéro 1, donc l'adoption du règlement budgétaire et financier de la commune, le RBF. Pour présenter ce point, je vais laisser la parole à monsieur le directeur financier libéré aussi, monsieur Robic. Du coup, ce soir, monsieur Robic, vous pouvez... merci en tout cas de votre présence. C'est toujours du bien aussi pour les élus de voir des visages, notamment là, le visage de la direction de l'urbanisme, qui est basé à Auguste-Mies, 416 rue du Capitaine Beaumont. Et donc, je vais laisser un autre visage de la commune, monsieur Jérémy Combe, directeur financier de la commune. Donc l'approbation du règlement budgétaire et financier, c'est un règlement qui a été mis en place lors du passage à la M57 sur les budgets de la commune au 1er janvier 2024. Et donc il convient de vous le reproposer au vote en début de mandature, sachant qu'il pourra être revu éventuellement en cours de mandature en fonction des évolutions qui devront y être apportées. Par rapport au document que vous avez, qui est quasiment identique à celui qui avait été voté lors de sa mise en œuvre, deux évolutions simplement. Donc, c'est la prise en compte du compte financier unique qui vous sera proposé ensuite dans les autres points à l'ordre du jour, qui correspond à un regroupement des comptes des anciens comptes de gestion qui était le document proposé par le comptable public qui retraçait l'ensemble des mouvements comptables en dépenses et en recettes, et le compte administratif qui était son pendant proposé par l'ordonnateur, donc par le maire, qui retraçait exactement les mêmes éléments comptables. L'évolution vient du fait qu'on regroupe sur un seul et même document, pour un souci de simplification administrative, l'ensemble des données qui étaient mentionnées dans le compte de gestion et le compte administratif. Donc ça permet une facilité de lecture pour l'ensemble des élus, mais aussi des administrés, puisque c'est mis à disposition du public. Ça retrace de façon un peu plus lisible les éléments de bilan et les éléments liés également aux indicateurs financiers qui retracent la santé financière de la collectivité. La deuxième évolution qui est intégrée dans le règlement budgétaire et financier concerne une évolution sur des seuils intermédiaires de mise en concurrence que la commune a souhaité mettre en place. Donc, c'est-à-dire qu'au-delà des seuils qui nous sont imposés par le code de la commande publique, qui sont des seuils obligatoires de mise en concurrence dans le cadre des achats que nous réalisons en travaux, fournitures, prestations de services et prestations intellectuelles. Donc pour être garant de l'utilisation des deniers publics, la commune a souhaité mettre en place des seuils intermédiaires permettant de mettre en concurrence dès lors qu'on atteint un certain niveau de dépenses en dessous de ceux proposés par le code de la commande publique. Donc sur le précédent règlement, le seuil était de 800 € au-dessus de 800 € pour une simple mise en concurrence avec 3 devis, et 5 000 € pour une mise en concurrence avec un cahier des charges et une mini lettre de consultation. Compte tenu du constat qui est fait de lourdeur administrative que certaines mises en œuvre de ces seuils peuvent avoir sur le côté opérationnel des services, et également le fait qu'avec l'inflation, donc les tarifs des fournisseurs ont augmenté, on a des retours des fournisseurs qui font remonter on les consulte de façon nombreuse, mais sans parfois donner suite, puisque dès que ça dépassait 800 €, on faisait 3 devis. Donc il a été proposé de faire évoluer ces seuils, notamment pour ce qui concerne les travaux et le recours à des prestations extérieures, en augmentant ce seuil à 1 500 €, donc on passerait de 800 à 1 500 € pour une consultation de 3 devis, et de 5 000 à 10 000 € pour une consultation un peu plus élaborée avec un mini cahier des charges et une lettre de consultation.
C'est les deux seules modifications qui ont été intégrées dans le règlement budgétaire et financier qui vous a été communiqué. Pour le reste, il retrace l'ensemble des éléments et des procédures que nous avons dans la collectivité pour l'exécution du budget et la gestion des différentes étapes comptables qui sont soumises tout au long de l'année aux services et à l'utilisation de l'argent public. Merci Monsieur Combe. Y a-t-il des questions sur cette présentation? Pas de questions. Je vous propose donc d'adopter le règlement budgétaire et financier. Qui est contre? Qui s'abstient? Vote à l'unanimité. Merci beaucoup. Nous allons passer au compte financier unique 2025, effectivement, avec les affectations de résultats et le budget supplémentaire 2026. Tout ça, c'est des points qui vont se découper en petits morceaux, à chaque fois budget principal et ensuite les différents budgets annexes qu'on repassera les uns après les autres. Nous allons commencer par le compte financier unique du budget principal de la commune, donc compte financier unique de 2025. Je vais laisser la parole à Monsieur le directeur financier Jérémy Combe. Donc le compte financier unique 2025 du budget principal de la commune. Donc comme je l'ai dit, j'ai déjà anticipé un petit peu sur la présentation. Donc document qui permet plus de transparence, de simplification administrative et une fiabilité des données renforcée entre les données de la DGFiP et celles de l'ordonnateur. Il concerne l'ensemble des budgets de la commune, c'est-à-dire qu'on va avoir un CFU pour le budget principal, mais également un CFU par budget annexe. Donc nous avons un budget principal et 5 budgets annexes, donc il va falloir procéder au vote des 5 CFU des budgets annexes et celui du budget principal. Donc on commence par le budget principal. C'est une séquence où vous allez avoir chaque fois le CFU en suivant l'affectation de résultats et le vote du budget supplémentaire pour plus de cohérence. Donc les résultats 2025 du budget principal à la clôture de l'exercice font apparaître un résultat global 2025 en prenant en compte les reports de 1 214 504,12 €. Qui se décompose en un excédent de la section de fonctionnement, donc section de fonctionnement qui retrace tout ce qui est relatif à l'exploitation, donc au fonctionnement général de l'ensemble des services de la collectivité, qui dégage donc un excédent de 1 235 458,71 €. Et la section d'investissement, où là on a tout ce qui est dépenses plus durables et qui viennent enrichir le patrimoine de la collectivité, qu'il soit bâtimentaire, routier ou immobilier. Et donc la section d'investissement fait apparaître un excédent de 27 314,60 €. Ça nous permet d'afficher un niveau d'épargne nette dégagé de 945 545,66 €. Épargne nette qui retrace notre capacité de financement des investissements. De façon générale, les dépenses de fonctionnement 2025 ont représenté 11,3 millions d'euros pour 12,6 millions d'euros de recettes. Et les dépenses d'investissement, d'équipement, donc uniquement ce qui a permis d'améliorer le patrimoine de la collectivité, puisqu'on retrouve aussi dans les dépenses d'investissement tout ce qui est relatif à la dette, représente 2,3 millions d'euros pour l'année 2025. Donc ça, on dégage une capacité d'autofinancement qui est tout à fait satisfaisante, avec un niveau d'épargne qui nous permet de soutenir nos investissements et de maîtriser un équilibre budgétaire qui s'inscrit dans un contexte pourtant économique difficile sur 2025 pour la collectivité, que ce soit les impacts du niveau national, mais aussi les impacts propres au territoire. Donc si on rentre un peu plus dans le détail pour la section de fonctionnement, donc elle est divisée en 4 chapitres principaux. Le chapitre 011 qui est les charges à caractère général, qui a augmenté de 1,3% par rapport à 2024. Donc une augmentation maîtrisée de ces charges qui se résume, on va dire, à uniquement l'impact de l'inflation. C'est le travail du plan d'optimisation qui a été lancé en 2025 et dès la fin 2024 pour pallier à notre diminution de recettes liée à la perte de la dotation globale de fonctionnement
qui a occasionné une perte de recettes pour la collectivité. Donc tout un travail a été fait au niveau de l'optimisation de nos charges générales qui a porté ses fruits en 2025, donc avec une simple hausse de plus 1,3%. Le chapitre 012 qui concerne les charges de personnel, lui aussi, fruit de ce plan d'optimisation, affiche une diminution de moins de 2,4% à ce qui avait été constaté à la clôture de l'exercice 2024, à hauteur de 6,42 millions d'euros. Et cela malgré la hausse des cotisations en retraite qui a été mise en place par la loi de finances dès 2024 et donc qui occasionne une augmentation de charges de 75 000 euros par an, donc qui a été subie en 2025, qui va l'être aussi en 2026 et qui le sera aussi en 2027. Et également avec l'absorption de l'évolution naturelle de la masse salariale, puisque ça c'est lié à la carrière des agents, qui fait que chaque année, on a une évolution de carrière qui fait augmenter les charges de personnel. Donc malgré ça, on a réussi à afficher une maîtrise de notre masse salariale sur 2025 à moins de 2,4%. Les autres charges de gestion courante ont augmenté de 16,4% par rapport à 2024 à 1 305 891 euros. Principalement dû à la création d'un budget annexe qui concerne le suivi du réseau d'eau pluviale urbaine en lien avec le renouvellement de la délégation de services publics, de l'assainissement, mais aussi qui concerne le réseau d'eau pluviale. Et donc, il a nécessité la création d'un budget annexe spécifique pour suivre l'ensemble des opérations qui s'y rattachent, et donc qui a nécessité un versement d'une subvention de démarrage de 200 000 euros depuis le budget principal, ce qui vient expliquer en grande partie l'augmentation de 16,4% par rapport à 2024. Au niveau des charges financières, l'intérêt des emprunts de la commune a représenté 139 500 euros au titre de l'annuité 2025 qui ont été comptabilisés sur ce chapitre-là. Si on regarde les recettes de cette même section, donc on a des recettes qui ont représenté 12 609 333 euros, qui sont composées par des recettes issues des produits et des services, avec principalement sur 2025 une augmentation des recettes liées à l'occupation du domaine public et notamment la perception d'une redevance d'occupation du domaine public en lien avec les ombrières qui sont sur le complexe sportif de Molle-Trincade et sur le parking de l'Almatis qui ont été perçus en 2025 par la commune. On note également un léger recul des recettes de restauration scolaire en lien avec la baisse d'effectifs dans les écoles, mais qui s'est répercuté en contrebalance également sur nos charges, puisqu'on a une diminution de nos charges liées à la restauration scolaire, pareil, dû en diminution du nombre de repas qui ont été commandés. Là, on retrouve aussi dans le produit des services la refacturation de personnel et de locaux à la communauté de communes pour le fonctionnement des centres de loisirs ou la mise à disposition de l'office de tourisme par exemple. La principale recette se situe sur le chapitre 73, impôts et taxes, où là donc on a une augmentation de notre produit fiscal en 2025 de 2,88%, donc 93 600 euros de recettes supplémentaires issues de la fiscalité, qui proviennent de la réévaluation des bases de valeur locative validées par la loi de finances 2026, qui s'est basée donc sur l'indice de la consommation de novembre, plus l'accroissement du nombre de bases locatives sur le territoire en lien avec l'augmentation de la population. On a également perçu des recettes de droits de mutation en hausse par rapport à 2024. Elles ont représenté 353 054 euros et sont le fruit de la reprise du marché de l'immobilier en 2025 après une forte chute en 2023 et 2024. Mais cependant, ces recettes de droits de mutation demeurent à un niveau bien inférieur à celui qu'on avait pu connaître sur la commune sur les années précédentes où on était proche des 500 000 euros. Enfin, l'autre taxe principale, qui est la taxe sur la consommation finale d'électricité, est stable et rapporte 245 467 euros en 2025. Le chapitre 74, qui retrace les dotations de l'État et de nos partenaires, c'est celui qui a été le plus affecté en 2025, avec donc l'impact du passage aux 10 000 habitants sur la dotation globale de fonctionnement.
avec une diminution de 34,8% par rapport à ce qui avait été perçu en 2024, ce qui représente une perte de recettes de moins 449 739 euros. Donc passage de la dotation de solidarité rurale bonifiée à une dotation de solidarité urbaine, et ce malgré une compensation à 50% en 2025 qui va être que nous ne percevrons pas en 2026. Et donc qui explique la mise en œuvre du plan d'optimisation avec les impacts qu'on a vus sur les dépenses précédemment. On a ensuite des participations de la CAF qui ont légèrement augmenté à 630 395 euros en lien avec la mise en œuvre du nouveau projet éducatif et de la CTG qui est portée au niveau intercommunal. Enfin, le chapitre 77 retrace les produits exceptionnels à hauteur de 75 570 euros, dont 57 156 euros de cession d'immobilisation. C'est du mobilier et des engins qui n'étaient non utilisés par les services, et un peu moins de 20 000 euros d'annulation de mandat sur l'exercice antérieur. Sur cette section de fonctionnement, donc, qui nous permet de dégager une capacité d'autofinancement de nos investissements, c'est le moteur de notre investissement. Donc vous avez la chaîne de l'épargne qui est schématisée sur la diapositive. Donc on a une épargne de gestion qui a dégagé 1,845 millions d'euros. On enlève donc les frais financiers donc sur les intérêts qui sont payés sur les intérêts de la dette à hauteur de 139 473 euros, ce qui nous permet de dégager une épargne brute de 1 705 millions d'euros, auquel on vient enlever le capital de la dette qui a été remboursée au titre de l'exercice 2025, 760 000 euros. Et donc ça nous donne notre capacité à financer les dépenses d'investissement qui représentent 945 546 euros en 2025, un niveau tout à fait satisfaisant pour notre commune et qui permet donc de poursuivre le plan d'investissement permettant de financer les nouveaux équipements de la commune, que ce soit en termes d'écoles, de voiries, de bâtiments et d'acquisition de matériel, sans avoir recours à l'emprunt, puisqu'il n'y a pas eu de recours à l'emprunt en 2025. Donc si on regarde un peu plus dans le détail notre section d'investissement, elle a représenté 3 789 295 euros. Parmi ces montants, donc, on va retrouver 2 263 719 euros de dépenses d'équipement réalisées. Donc ça représente 225 euros par habitant. Donc une année 2025 de fin de mandat un peu légèrement inférieure à la moyenne de notre strate, avec tout à fait un point d'attention, c'est que nous on est juste au-dessus des 10 000 habitants, et là on vient se comparer avec des communes de 30 000 habitants, donc ce chiffre est quand même à prendre avec un peu de recul par rapport à ça. Vous avez les principales dépenses qui ont été réalisées au cours de l'année 2025. Les études concernant le projet d'Ama-Sadak et les honoraires de l'ARAC Occitanie qui ont représenté 415 000 euros. La première tranche de travaux sur l'école Louise Apollin qui a consisté au remplacement de l'ensemble des menuiseries extérieures pour un peu plus de 330 000 euros. Des acquisitions foncières. Puis ensuite des investissements sur les équipements sportifs avec du passage en LED et de l'arrosage intégré, notamment sur le complexe sportif de Molle-Trincade. Ensuite des études sur l'OAP La Bourrias, vous en avez parlé précédemment, pour 240 000 euros, et des travaux de voirie pour 134 000 euros, et des travaux de remise en accessibilité du cinéma pour 86 500 euros. Vous avez tout le détail dans la note brève et synthétique qui avait été jointe à la convocation au conseil municipal. À noter que nous avons 713 400 euros de reste à réaliser, qui représentent des crédits qui ont été engagés avant la fin de l'année, mais qui n'ont pas pu être payés au 31/12 et qui seront donc reportés sur l'exercice 2026. En parallèle de cela, donc 3 816 000 euros de recettes qui proviennent de l'affectation du résultat 2024 pour 1 200 000 euros, de la dotation aux amortissements annuels pour 813 846 euros, du FCTVA qui compense la TVA que nous avons acquittée sur les dépenses d'équipement de l'exercice 2023, puisqu'on l'aperçoit 2 ans après, pour un montant de 451 250 euros.
des subventions reçues de la part de nos différents partenaires sur les dépenses d'équipement réalisées et que nous avons pu justifier pour 490 783 €. Et enfin, la taxe d'aménagement qui a rapporté 97 225 €. Comme pour les dépenses d'investissement, nous avons des recettes de subventions, donc subventions qui ont été notifiées par les différents partenaires, mais non perçues sur 2025, qui représentent un peu plus d'1 140 090 € et qui, elles aussi, sont reportées sur l'exercice 2026. Les principaux ratios de l'exercice 2025, donc, qui retracent la santé de la collectivité. Le produit fiscal représente 796 € par habitant. Nous avons une dette par habitant qui représente 640 €. Le potentiel fiscal, 860 € par habitant. Et donc un coefficient de mobilisation du potentiel fiscal de 0,92, donc un niveau élevé. Un taux de rigidité des dépenses de 0,67, donc qui est tout à fait dans la normale. Le seuil normal se situe entre 60 et 70, donc 0,6 et 0,7, pardon. Et un indice d'autonomie financière de 0,69, là aussi qui est tout à fait dans la normale par rapport à une commune de notre taille. Donc voilà pour la présentation rapide du CFU. Vous aviez tous les documents en votre possession si vous avez des questions. Deux questions, Stéphane Fillon, groupe Saint-Sulpice Demain. La première, est-ce qu'on peut avoir un ordre de grandeur sur les 2,88% des impôts et taxes qui ont été constatés de manière supplémentaire, sur la répartition entre ce qui est dû aux nouvelles entités locatives et ce qui est dû à la modification du point d'indice? C'est ça que vous expliquez? Est-ce qu'on peut avoir une idée, même si elle est approximative, de ce ratio-là? Je peux vous le communiquer, mais je ne veux pas dire de chiffres erronés, donc je vous ferai passer bien sûr cette donnée précise. Et la deuxième question, sur la dotation globale de fonctionnement qui a baissé, j'ai eu un doute pour comprendre sur 2025. Est-ce que les 449 000 annoncés, ils sont 50% des compensations déduites? Autrement dit, est-ce qu'en 2026, il faut s'attendre à nouveau à une baisse de 224 000 supplémentaires ou de 449 000? Donc la baisse sur 2026, elle va concerner effectivement les 50% qui ont été compensés. Donc c'est à hauteur de 400 000 €, effectivement. C'est ça, donc les 444 000 de baisse, ils ont déjà pris en compte la compensation. Donc en réalité, in fine, c'est plus ou moins 1 million qui perdra sur 2 ans. Okay. Tout à fait. Merci. Alors ça ne sera pas 400, on le verra tout à l'heure dans le détail, mais ça ne sera pas 449 000 exactement, puisqu'on a une DSU qui augmente aussi légèrement. Les autres composantes de la DGF augmentent légèrement en 2026 et viennent compenser un petit peu cette diminution, mais pas à hauteur de 400 000 €. Y a-t-il d'autres questions? Non, juste une remarque, du coup, les élus de Saint-Sulpice Demain de la précédente mandature s'étaient opposés au budget principal en janvier de mémoire. Donc par cohérence, on ne votera pas ce compte unique. Donc pour ce budget principal sur le compte financier unique et pour ce vote, donc vous l'avez compris, hein, le compte financier unique, c'est l'équivalent de l'ancien compte administratif. Ce CFU, vous l'avez vu, Monsieur Combe vous l'a exprimé, retrace la globalité en fait de la direction, de la trajectoire de l'exercice et de la vie de l'exercice budgétaire 2025. Et vous l'avez vu dans ses moindres détails, en totale transparence. Dommage qu'il n'ait pas plus de citoyens de Saint-Sulpice qui souvent réclament ou demandent qu'est-ce que la ville fait de leurs impôts. Ce soir, tout vient d'être expliqué, détaillé en profondeur. Ce CFU, je le disais, retrace l'ensemble de l'exécution budgétaire de 2025. Et vous le savez, le maire que je suis est l'ordonnateur des recettes et des dépenses. C'est-à-dire que c'est moi qui ordonne les actions de recettes à engager et à introduire sur le compte de la collectivité, mais également des dépenses. Et donc, je ne peux pas participer ce soir à l'approbation de ma propre gestion, puisque c'est vous, conseillères et conseillers municipaux, qui garantissent l'impartialité du contrôle qui est fait et réalisé par le conseil municipal.
auquel cas je vais laisser du coup la présidence du conseil municipal à Madame la première adjointe pour ce vote et je vais me retirer pour que vous puissiez voter sans vous influencer. Il nous est donc proposé ce soir d'approuver le compte financier unique pour l'exercice 2025 du budget principal de la commune. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc un vote favorable à la majorité, donc avec 5 votes contre, du groupe minoritaire, donc Saint-Sulpice. Demain. Je vous remercie. Merci Madame Mallet, merci Madame la première adjointe. Et donc je reprends la présidence de ce conseil municipal pour passer du coup au point numéro 2.2 du budget principal qui est l'affectation du résultat. Pour présenter ce point et cette affectation, je vais laisser la parole à Monsieur le directeur financier Jérémy Combe. Donc, suite à l'approbation du compte financier unique et des résultats de l'exercice 2025, il convient d'affecter le résultat de la section d'exploitation, donc section de fonctionnement. Le résultat de l'exercice 2025 a fait apparaître donc un excédent de 1 235 458,71 €. Nous avions des reports de l'exercice 2024 à hauteur de 61 639,09 €, ce qui nous donne un résultat affecté de 1 297 097,80 €. Avec la prise en compte du résultat de la section d'investissement et du solde des restes à réaliser. Donc restes à réaliser, vous l'avez vu, on avait un peu plus d'1 million d'euros en recettes pour 700 000 € en dépenses. Nous avons donc un excédent d'investissement théorique avec la prise en compte de ces reports de 344 098,20 €. Donc en théorie, pas de nécessité de venir compenser un déficit de la section d'investissement par une affectation de résultats de la section d'exploitation. Cependant, afin de poursuivre la politique d'investissement et sur les dépenses d'équipement qui est menée sur la collectivité, sur le territoire de la commune, il vous est proposé d'affecter donc les 1 297 097,80 € avec une affectation en recettes d'investissement à l'article 1068 à hauteur de 1 million d'euros qui vont venir servir à financer les dépenses d'équipement de l'exercice 2026 et de reprendre en section de fonctionnement la somme de 297 097,80 € au compte R002 des recettes de fonctionnement. Merci Monsieur Combe. Je crois que votre exposé est totalement clair. Y a-t-il des questions? Pas de questions. Je vous propose donc de voter cette affectation du résultat, des résultats tels que présentés par Monsieur le directeur financier, Monsieur Combe, qui est contre, qui s'abstient. Vote à l'unanimité. Merci beaucoup. Nous allons passer au point numéro 2.3, toujours sur le budget principal, mais cette fois-ci, budget principal de la commune, sur le versant, maintenant qu'on a traité le passé, le passif 2025, maintenant qu'on a fait l'affectation de résultats, la version 2026, et notamment le budget supplémentaire, puisque, vous le savez, c'est quelque chose qu'on avait engagé en votant un budget primitif avant les élections, pouvant permettre à la collectivité au moins de tenir le semestre, et donc un engagement avant le semestre, donc avant le 1er juillet, de pouvoir voter un budget complémentaire qui nous permettra de finaliser jusqu'à la fin de l'année. Pour présenter ce résultat et cet engagement de budget supplémentaire, je vais laisser la parole à Monsieur le directeur financier Jérémy Combe. Donc, le budget supplémentaire est effectivement un acte d'ajustement qui vient corriger, entre guillemets, le budget primitif qui avait été voté en début d'année, en y intégrant toutes les données que nous n'avions pas à ce moment-là, notamment les résultats de l'exercice 2025 qui viennent d'être affectés, mais également les recettes réelles de fiscalité qui ont été notifiées, ainsi que le montant de la dotation globale de fonctionnement qui, elle aussi, a été notifiée.
Le budget supplémentaire, il poursuit les orientations qui avaient été présentées dans le cadre du débat d'orientation budgétaire, qui consiste à maintenir une maîtrise de nos dépenses de fonctionnement, tout en maintenant la qualité du service public rendu aux habitants. Prendre en compte le contexte économique dans lequel la commune navigue, on va dire, avec notamment des baisses de dotation d'État, un ralentissement du marché de l'immobilier, une inflation avec les événements internationaux qui touchent à nouveau les dépenses de la collectivité, et différentes mesures nationales, j'en ai parlé tout à l'heure sur les cotisations CNRACL, qui impactent notre masse salariale. Maîtriser les choix d'investissement en fonction donc, de notre capacité d'autofinancement et donc sur des choix inscrits dans le cadre du plan pluriannuel d'investissement, et enfin de maintenir une santé financière de la collectivité sur le long terme. Donc les ajustements qui sont présentés dans le cadre du budget supplémentaire viennent amener notre section de fonctionnement à un montant de 12 213 736 euros. Et notre section d'investissement à hauteur de 6 245 526 euros de dépenses et de recettes donc prévisionnelles sur l'exercice 2026. Le budget supplémentaire intègre en particulier 835 586 euros de recettes de fonctionnement intégrées, dont l'excédent 2025 reporté qui vient d'être voté, 5 310 000 euros 0,37 de recettes fiscales notifiées qui viennent abonder le chapitre 73 via l'état 1259 après effet du coefficient correcteur. Donc, le budget primitif avait intégré une projection de ces recettes. Là, on vient intégrer le montant effectivement notifié. Et donc, la dotation globale de fonctionnement notifiée pour 2026 qui représente 1 259 057 euros et donc en baisse de 437 731 euros par rapport à 2025, qui correspond donc à la compensation de 50% que nous n'avons plus au titre de l'exercice 2026. Et enfin, donc, on a intégré des recettes et on intègre également 3 054 euros de dépenses d'équipement nouvelles qui sont intégrées au programme d'investissement 2026. Aucun recours à l'emprunt n'est envisagé dans le cadre du budget supplémentaire pour 2026. On avait, pour équilibrer le budget primitif, inscrit 150 000 euros de prévision d'emprunt qui sont retirés du budget supplémentaire 2026. Donc, dans le détail, l'excédent de fonctionnement reporté est affecté en section d'exploitation. Les recettes fiscales au chapitre 73, 5 310 037 euros. Donc, on avait inscrit au budget primitif 5 241 021. Donc, ça nous permet d'avoir un peu plus de recettes que celui qui était prévu au niveau du budget primitif. On intègre aussi une mesure qui a été prise dans le cadre de la loi de finances 2026 qui touche la compensation de l'exonération de 25% que la commune perçoit sur la taxe foncière des locaux professionnels qui avant était compensée à hauteur de 50% et qui en 2026 est compensée à hauteur de 25%. Donc ce qui fait qu'on a une diminution de un peu plus de 140 000 euros de cette compensation. Mais on a une perception d'allocation compensatrice en hausse par rapport notamment aux logements sociaux qui ont été construits sur la commune, qui viennent un peu compenser cette perte d'exonération de taxe foncière et qui représentent 188 520 euros, qui sont inscrits au chapitre 74. On perçoit en 2026 une dotation de solidarité communautaire qui est versée par la communauté de communes Tarnagout, donc qui a reversé 78 862 euros à la commune de Saint-Sulpice. Ça a été aussi également reversé sur l'ensemble des communes de la CCTA. Et donc la principale perte concerne la dotation globale de fonctionnement, donc je l'ai dit, avec une baisse de 437 731 euros par rapport à 2025. On a également anticipé une diminution des recettes de restauration scolaire en lien là aussi avec la projection de diminution d'effectifs dans nos écoles qui va impacter donc là aussi en charge mais aussi en recettes les écritures comptables liées à la restauration scolaire. Donc ce qui fait qu'au total on intègre 835 186 euros de recettes de fonctionnement, soit 278 000 euros de moins qu'au budget primitif 2025, qui sont
principalement l'impact conjoncturel des diminutions de dotation de la part de l'État et de la DGF notamment. Ce qui fait qu'on a un chapitre 011 qui est inscrit à 2 900 000 euros de dépenses, donc charges à caractère général, qui provient d'une volonté de renforcement des moyens dédiés à l'entretien du patrimoine bâti, routier et espaces verts, avec notamment une augmentation de campagne de pointe à temps automatique qui va démarrer très prochainement, avec de la réfection de chaussées, mais de façon durable et pas uniquement du rebouchage de trous, et de signalisation routière horizontale, et également l'externalisation de certains entretiens des espaces verts, notamment sur les lotissements, et du nettoyage de certains bâtiments communaux pour recentrer les agents municipaux sur les écoles, notamment en ce qui concerne le nettoyage, et sur l'entretien des espaces verts plus liés au centre-ville, mais également avec le barreau routier qui a été intégré dans l'entretien des espaces verts de la commune, qui faisait qu'en plus des lotissements, ça devenait très compliqué avec l'équipe, les moyens humains actuels, de pouvoir entretenir de façon correcte l'ensemble des espaces verts du territoire. Le chapitre 65, lui aussi, augmente par rapport au budget primitif à 1 257 800 euros. Donc là, on vient inscrire la totalité des participations obligatoires que la commune doit verser pour ce qui est le transport scolaire des lycéens, l'entretien de l'éclairage public qui est réalisé par le SDET du Tarn, et entre autres la participation aux écoles privées, mais aussi les subventions à l'ensemble de nos associations. Mais surtout, l'augmentation de 55 000 euros de subventions d'équilibre au CCAS, Centre communal d'action sociale, par rapport à ce qui avait été réalisé en 2025, qui provient de besoins croissants sur le territoire d'accompagnement au niveau social, et donc qui nécessite un abondement de la subvention d'équilibre qui est versée annuellement par la commune au Centre communal d'action sociale, compte tenu que c'est sa principale source de recettes. Enfin, d'autres ajustements qui concernent la dotation aux amortissements, où on vient abonder le montant qui avait été inscrit au budget primitif pour pouvoir assurer la dotation, le montant global de dotation qui doit être réalisé en 2025, et une prévision supplémentaire de 100 648 euros de virement complémentaire vers la section d'investissement qui sont inscrits au chapitre 023. Donc les projets d'investissement du budget principal sont abondés, je l'ai dit, à hauteur d'un peu plus d'1 million d'euros de dépenses d'équipement nouvelles, qui vont concerner notamment le démarrage des travaux du projet à Masada, dont les travaux ont démarré les jours précédents, la création de l'aire de jeu du parc Georges Pénal, les travaux de voirie sur plusieurs sites de la commune, avec des travaux qui sont en cours actuellement également. La deuxième tranche de rénovation énergétique de l'école Louise Apollin, donc avec la fin des menuiseries, mais le démarrage surtout du remplacement du système de chauffage-ventilation et le passage en LED de l'ensemble de l'école. La poursuite de la politique de passage en LED de l'ensemble des équipements sportifs, avec en 2026 l'éclairage des terrains de rugby, annexes et honneurs, avec le remplacement des mâts, et différents travaux d'entretien sur les bâtiments communaux. Donc, ces projets sont financés par l'affectation de résultats de fonctionnement de l'exercice 2025 à hauteur d'1 million d'euros qui vient d'être voté. Une prévision de virement de la section de fonctionnement de 100 648 euros qui viennent abonder ce qui avait été voté au budget primitif, l'ajustement des dotations aux amortissements. Et donc, je l'ai dit précédemment, la suppression aussi du recours à l'emprunt de nos finances, de nos recettes prévisionnelles de cette section à hauteur de 150 000 euros, avec à ce stade donc pas de recours à l'emprunt envisagé. Voilà pour la présentation synthétique du budget supplémentaire 2026. Là aussi, vous avez une note brève et synthétique qui détaille un peu plus l'ensemble de ces chiffres qui étaient jointes avec la maquette budgétaire. Monsieur Combe, synthétique, vous êtes bien modeste. Synthétique mais complète. Bravo pour cette présentation. On ne peut plus clair, extrêmement vulgarisée. On y a travaillé, vous l'avez travaillé en commission avec l'ensemble des élus du conseil municipal, minorité comme majorité, et surtout une volonté toujours de pouvoir essayer d'aller chercher les citoyens et que les citoyens s'intéressent justement à leur ville, parce que là, pour le coup,
les explications sont loin de sujets qu'on a pu connaître par le passé extrêmement techniques, avec des affectations de résultats, des transferts de finances. Là, c'est écrit en français, on comprend, etc., etc. J'aurais une précision avant d'ouvrir peut-être la séance de questions, parce que c'est une question que j'ai souvent par les citoyens sur la construction de logements sociaux. Vous savez qu'on en a quelques-uns en construction, c'est une volonté de l'équipe majoritaire, toujours ne jamais opposer les uns aux autres, mais toujours vouloir avancer en étant justement dans l'équilibre de la fabrication de la ville, et donc une série de logements à vocation sociaux, on dira solidaires, parce qu'aujourd'hui 73% des Saint-Sulpiciens sont éligibles aux allocations dites solidaires. Et souvent, j'ai des interpellations de citoyens qui disent « Ouais, monsieur le maire, vous savez, vous construisez des logements sociaux, mais ces gens-là, ça vous donne déjà un petit peu la mesure des choses, ces gens-là ne payent pas d'impôts, ou en tout cas, vous n'aurez pas les recettes parce qu'ils sont exonérés d'impôts pendant 15 ans. » J'espère que vous l'avez vu et vous l'avez noté, chers élus, l'État aide les collectivités qui vont dans le bon chemin, puisque nous n'avons aucune aujourd'hui obligation légale de fabriquer des logements sociaux, puisque nous sommes une commune de plus de 10 000 habitants dans une intercommunalité seulement de 30 000 habitants. Cependant, nous en fabriquons, et donc nous recevons ce qu'on appelle des allocations compensatrices de l'État. Ça veut dire qu'effectivement, l'État ne fait pas payer à travers des bailleurs sociaux les taxes foncières, et donc les gens sont exonérés pour justement pouvoir les aider à notamment à accéder à la propriété. Mais en parallèle, ce n'est pas parce qu'ils sont exonérés, et surtout soyez éclairés et vigilants aux personnes que vous croiserez qui diront justement qui feront cet amalgame, de pouvoir leur dire attention mesdames et messieurs, ne faites pas l'amalgame, c'est pas parce que les gens ne payent pas de taxes foncières ou ne payent pas d'imposition et qu'ils sont exonérés qu'il n'y a pas les recettes équivalentes qui rentrent dans le budget de la commune. Et donc vous l'avez vu, c'est une recette de 188 000 € qui rentre dans les caisses de la commune, parce que justement nous sommes plutôt bon élèves, à l'inverse d'ailleurs des communes du Tarn comme Rabastens, L'Isle-sur-Tarn ou Groyer, qui n'ont pas justement fabriqué les logements sociaux quand ils le devaient. Voilà. C'est important de faire cette précision, parce que je suis, en tout cas personnellement, souvent interpellé sur ce sujet. Mesdames et messieurs, y a-t-il des questions ? Oui, Charles Pichery pour Saint-Sulpice demain. Sur du coup, la note de synthèse section d'investissement, sur les recettes, j'ai une question sur la partie dotation qui était évaluée sur le budget primitif à 680 000 € et qui est évaluée sur le budget supplémentaire à 1 680 000 €. Savoir d'où vient cet écart d'1 million d'euros. C'est donc la dotation liée à la Masada, sur le travail qui a été fait par les élus et moi-même auprès des services financeurs. Et donc nous avons reçu une notification plutôt extrêmement positive, puisque pour ceux et celles qui étaient présents à la pose de la première pierre de la Masada, M. Filion, je crois que vous y étiez, monsieur le préfet l'a dit, en disant que le projet était un projet vitrine, un projet disruptif par rapport à ce qui se fait, puisque l'idée de ce projet, c'est de faire un guichet unique en direction de tous les jeunesses saint-sulpiciennes, et qu'il n'existe aucun outil sur le territoire. De ce point de vue-là, on a reçu aussi une notification de la CAF, notamment au travers de notre CTG, alors là je vais parler en acronyme, j'en suis désolé, mais au travers de notre convention territoriale globale, mais également auprès du PEDT, qui est le plan éducatif de territoire, où encore une fois, Saint-Sulpice se démarque vraiment de ce qui peut être fait dans d'autres communes en direction des jeunesses. Et donc aujourd'hui, vous l'avez compris, quand on aligne en tout cas notre politique publique locale aux politiques publiques de l'État, l'État nous aide. Monsieur le préfet l'a dit, monsieur Pichery, le dernier soir de la pose de la première pierre de la Masada, on n'est que 2 communes à avoir reçu ce niveau
de subventions de la part de la préfecture et de l'État. La commune de Mazamet pour son action en direction plutôt du monde associatif, culturel et sportif, et la commune de Saint-Sulpice en direction de son action auprès de l'enfance et de la jeunesse. C'est plutôt une bonne nouvelle. Avez-vous d'autres questions? Stéphane Filion pour le groupe Saint-Sulpice Demain. Simplement préciser que n'ayant pas voté le budget primitif, il y a une forme de cohérence à ne pas voter ce budget supplémentaire. Néanmoins, il ne vous aura pas échappé qu'il y a quand même quelques élus qui ont changé depuis le budget primitif. Donc, il y a aussi des nouvelles manières de fonctionner avec le nouveau groupe qui existe. Et c'est une manière de dire que ce n'est pas une posture de principe et qu'on n'est pas là par principe pour dire qu'en tant que groupe d'opposition, on veut nécessairement s'opposer au budget. Là, il nous semble que l'illustration dans les comptes d'une politique publique est éloignée de ce que l'on attend, mais on ne s'interdit pas à terme la possibilité de voter différemment. Merci Monsieur Filion, vous inquiétez pas, vous ne blessez ni notre orgueil ni notre ego, parce que quand on est au service des habitants de Saint-Sulpice, vous le savez, dès le début du mandat, je l'ai dit, lors des commissions, on a envie de travailler avec l'ensemble des habitants qui peuvent apporter leur expertise. Je crois qu'en France aujourd'hui, on n'a plus le temps, vraiment, et encore plus à Saint-Sulpice. Là aussi, j'ai envie, moi personnellement, de devenir un lieu vitrine de chicaya ou de points de vue divergents, parce que quand on doit rénover les écoles, quand on doit créer une aire de jeu, quand on doit rénover la piscine, je pense que ces sujets-là, même si vous avez raison, il peut y avoir des points divergents et donc des confrontations. La confrontation ne veut pas dire affrontement. L'étymologie du mot confrontation, c'est bien mon front contre ton front. Et donc chacun exprime son idée avec respect, écoute. Et j'espère pouvoir dessiner sur cette mandature cette manière de fonctionner, parce que je pense que l'ensemble des concitoyens, à la fois saint-sulpiciens mais également en France, n'attendent que cette chose-là de la part de leur politique. Donc ne vous inquiétez pas. Pas d'offuscation de notre part. Mesdames et messieurs, s'il n'y a plus de questions, je vous propose donc de passer au vote. Qui est contre? Donc nous avons une majorité de l'ensemble de l'équipe Saint-Sulpice Demain qui s'abstient et un vote majoritaire. Merci beaucoup. Nous allons passer au point suivant. Et donc, excusez-moi d'abord, mais la ribambelle de budget annexe, et on en est désolé, quand on est une collectivité vivifié avec beaucoup d'actions dans plein de domaines, on a beaucoup de budget annexe. Donc vous allez le parcourir avec nous. Je vous propose donc de passer au budget annexe du service public de gestion de l'assainissement collectif. Important, hein, collectif, c'est ceux et celles qui sont raccordés au réseau et à la station d'épuration. Donc nous allons passer au point 3 sur ce budget annexe, et notamment l'ancien compte administratif, le CFU de ce budget annexe. Et pour présenter ce point, qui de mieux que le directeur financier, M. Combe, pour attaquer ce budget de l'assainissement collectif, le CFU 2025. M. Combe, c'est à vous. Donc le budget d'assainissement collectif qui retrace en fait l'exécution en majorité de la délégation de service public qui a été renouvelée à notre prestataire, à notre délégataire Suez aux France en 2024. En juillet 2024, et donc on vient percevoir la contribution du délégataire qui ont représenté un peu plus de 538 000 euros en 2025, et également des participations de raccordement à ce réseau pour les nouvelles constructions, la PFAC, qui viennent en recette à hauteur de 51 000 euros de la section de fonctionnement. On vient également constater les charges liées d'administration, on va dire, d'administration générale de ce service, avec la refacturation du budget principal au budget annexe, d'une quote-part des agents administratifs et techniques qui font fonctionner ce budget assainissement collectif. Donc pour l'exercice 2025, la section de fonctionnement a dégagé un solde excédentaire à hauteur de 131 915 euros. 131 915,15 euros précisément. Et 250 026 euros en section d'investissement où ont été réalisées
un accompagnement de mise en conformité de certains administrés sur leur branchement, en partenariat avec l'Agence de l'eau, qui a porté une action à ce niveau-là. Donc c'est une dizaine de mises en conformité qui ont été réalisées, et la commune faisait simplement percevait l'aide de l'Agence de l'eau et la reversait aux familles qui avaient candidaté à cette opération. Et ensuite, donc, en travaux, on a poursuivi les études de réalisation, de réutilisation des eaux traitées en sortie de station d'épuration, l'opération REUT. Et ainsi, on a comptabilisé aussi l'opération d'assainissement de la rue du Capitaine Beaumont, c'est-à-dire que c'est les travaux qui concernent le réseau d'assainissement qui ont été réalisés dans le cadre de l'opération de rue du Capitaine Beaumont, qui ont été refacturés du budget principal au budget annexe assainissement pour pouvoir intégrer cette partie de réseau dans l'actif de ce budget-là. Ce qui fait que la section d'investissement présente un solde excédentaire de 250 026 € à l'issue de l'exercice 2025. Le budget assainissement a aussi de la dette à rembourser, et la dette a représenté 133 000 € d'annuité au titre de l'exercice 2025. Mesdames, Messieurs, y a-t-il des questions? Cette partie du CFU, présentation donc 2025, comme sur le budget principal. Vous l'avez compris, le CFU a retracé l'exercice budgétaire assainissement 2025, et donc en étant l'ordonnateur, je ne peux pas être l'ordonnateur des recettes et des dépenses, pardon, je ne peux pas être celui qui participe à cette approbation, puisque, vous le savez, le conseil municipal contrôle l'exécution, et donc je vais laisser la place et la présidence de ce conseil municipal à Madame la première adjointe Anne Malem et me retirer. Il nous est donc proposé d'approuver ce soir le compte financier unique de l'exercice 2025 du budget annexe de services publics de gestion de l'assainissement collectif de la commune. Qui est contre? Qui s'abstient? Un vote donc favorable à l'unanimité. Je vous remercie. Merci Madame la première adjointe. Je reprends la présidence de ce conseil municipal et donc vous remercie, chers élus, pour passer au point 3.2. Vous l'avez compris, l'affectation de résultats. Je vais laisser la parole forcément à Monsieur Combe pour ce point-là. Donc, le résultat de l'exercice 2025 de la section d'exploitation représente un montant de 131 915,15 €. Avec les reports des exercices précédents de 2024, nous arrivons à un résultat affecté à hauteur de 208 595,51 €. La section d'investissement donc, était excédentaire à hauteur d'un peu plus de 250 000 € en 2025. Avec les reports pareil des exercices précédents, on arrive à un excédent d'investissement théorique de 926 364,69 €. Donc là aussi, pas de nécessité de venir affecter la totalité du résultat de 2025 sur cette section. Il est cependant proposé, compte tenu d'une projection de travaux à venir, d'affecter en recette d'investissement à l'article 1068 la somme de 150 000 € et de reprendre en report de la section d'investissement à l'article R002 le montant de 58 595,51 €. Mesdames et messieurs, merci Monsieur Combe. Y a-t-il des questions sur cette affectation? Je vous propose donc de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Vote à l'unanimité. Merci beaucoup. Et donc, comme pour le budget principal, nous allons cette fois-ci sur le point 3.3 parler bien sûr du budget supplémentaire 2026, puisqu'on va avoir forcément un budget supplémentaire sur l'ensemble des budgets annexes. Pour présenter ce budget supplémentaire, je vais laisser la parole à Monsieur Combe.
Donc pour le budget de l'assainissement collectif, la section de fonctionnement par rapport au budget primitif vient intégrer l'excédent qui vient d'être affecté à hauteur de 58 595,51 € en recettes de fonctionnement qui sont ventilés sur des dépenses au niveau du chapitre 011 charges à caractère général. Et donc on a une section de fonctionnement qui est équilibrée à hauteur de 684 095,51 €. La section d'investissement, quant à elle, vient s'équilibrer à hauteur de 1 846 710,20 €, qui inclut notamment 1 060 000 € de projection de réalisation de travaux pour le projet de réutilisation des eaux usées, usées traitées, projet REUT, et 63 360 € de travaux d'extension de réseau, avec notamment une extension de réseau à réaliser pour venir accorder le futur bâtiment du Paddle. À noter que sur ce budget annexe assainissement collectif, là aussi aucun nouvel emprunt n'est envisagé au titre de l'exercice 2026. Y a-t-il, mesdames et messieurs, des questions? Bon, vous l'avez vu, c'est un peu plus rapide que le budget global et principal. Pas de questions. On salue aussi M. Stéphane Marliac, conseiller délégué à l'environnement, dont le budget annexe est directement raccroché. M. Marliac, pour l'année prochaine, c'est pour vous. La présentation. Pas de questions? Non? Non, on ne vous embêtera pas avec ça, M. Marliac, promis. Pas de questions, je vous propose donc de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Vote à l'unanimité, merci beaucoup. Nous allons passer au budget annexe, cette fois-ci du service public de gestion du transport urbain. Transport urbain, vous le savez, c'est aujourd'hui, on appelle plus communément, en tout cas que les citoyens appellent, le sulpicien. Pour présenter ce point, je vais laisser la parole à M. Jérémy Combe et présenter le CFU 2025. Donc ce budget effectivement retrace l'exploitation des 2 lignes de bus du Sulpicien. Il est plus simple puisqu'il n'y a qu'une seule section d'exploitation, il n'y a pas de section d'investissement. Il s'exécute en hors taxe, donc les montants c'est du hors taxe. Et donc en recette, on a comptabilisé 10 407 € de vente de tickets de bus. Le reste a été compensé par un versement d'une subvention d'équilibre du budget principal à hauteur de 180 000 € en 2025. On a perçu également une recette exceptionnelle de 24 516 € issue d'un contentieux de TVA qui datait des années précédentes sur de la TVA qui avait été impactée à tort sur les subventions que versait le budget principal. Et donc il y a une compensation qui nous a été reversée par les services fiscaux en 2025. Et donc, malgré cela, donc, nous avons un résultat déficitaire de 18 613,90 € qui est constaté à la clôture de l'exercice 2025. Nous avions des excédents, des reports des exercices précédents qui nous permettent en cumulé d'afficher un excédent de 4 899,37 € au terme de l'exercice 2025 sur l'exploitation des 2 lignes de bus du Sulpicien. Mesdames et messieurs, y a-t-il des questions? Merci Monsieur Combe pour cet exposé. Oui, est-ce que je me trompe si je dis qu'il y a quelques années, les recettes propres, elles étaient plutôt en termes de billetterie autour de 15 000, alors que c'est une présentation TTC et aujourd'hui hors taxe? C'est le cas? Il y a une légère baisse effectivement des recettes en 2025. Alors qu'en volume global, on reste sur un budget qui est sensiblement équivalent, qui est autour de un peu plus élevé puisqu'on a une révision contractuelle du contrat qui se fait annuellement avec le prestataire de la SPL d'un point à l'autre, qui fait que les charges augmentent. Donc de fait, le ratio recette versus l'intégralité du coût de cet équipement devient de moins en moins significatif. Oui. Effectivement. Y a-t-il d'autres questions? Pas d'autres questions, mesdames et messieurs. Je vous propose donc... non, je vous propose rien du tout. C'est le 4.1, donc l'ordonnateur doit se retirer de ce vote, puisqu'il ne peut pas lui-même s'auto-contrôler. Vous êtes, chère conseillère, chers conseillers,
impartial pour garantir justement l'intégrité de ce contrôle. Et donc, je vais quitter la table et laisser la place, la présidence à Madame la Première Adjointe, à Anne Mahalem. Merci, monsieur. Il nous est proposé donc ce soir d'approuver le compte financier unique de l'exercice 2025 du budget annexe de services publics transport urbain de la commune. Qui est contre? Qui s'abstient? Un vote favorable donc à l'unanimité. Je vous remercie. Merci Madame la Première Adjointe. Je reprends la présidence de ce conseil municipal. Et donc, comme sur les autres budgets, passer au point 4.2 sur l'affectation du résultat sur le budget annexe du service public de transport urbain. Et pour présenter ce point, je vais laisser la parole à Monsieur Jérémy Combe. Les résultats de l'exercice 2025 ont fait apparaître un déficit donc, de la section d'exploitation de moins 18 613,90 €. Avec la prise en compte des reports, on se retrouve avec un excédent de 4 899,37 € qui doit être affecté. Alors, sur le budget transport urbain, donc, comme je l'ai dit précédemment, il n'y a pas de section d'investissement, donc cette somme est reprise obligatoirement en section de fonctionnement à l'article R002 pour 4 899,37 €. Mesdames et messieurs, y a-t-il des questions? Je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Vote à l'unanimité. Merci beaucoup. Nous allons passer au point numéro 4.3, toujours sur ce budget annexe du transport urbain, mais cette fois-ci sur le budget supplémentaire 2026. Toujours pour présenter ce point, je vais laisser la parole à Monsieur le directeur financier, Monsieur Combe. Donc, par rapport au budget primitif 2026, le budget supplémentaire vient simplement reprendre le résultat qui vient d'être voté à hauteur de 4 899,37 € en recettes de la section de fonctionnement qui sont réaffectés en dépenses du chapitre 011 charges à caractère général pour permettre une anticipation d'une éventuelle hausse de la participation versée à la société d'exploitation LSPL d'un point à l'autre. Il y a une révision qui concernerait notamment l'augmentation du prix du gasoil, par exemple. Pour rappel, la subvention d'équilibre versée par le budget principal s'élève pour 2026 à 215 000 € et avait déjà été intégrée dans le cadre du budget primitif. Donc, ce qui fait que nous avons une section de fonctionnement qui vient s'équilibrer dans le cadre du budget supplémentaire à hauteur de 232 899,37 €. Merci beaucoup, Monsieur Combe. Y a-t-il des questions? Pas de questions, je vous propose de passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Vote à l'unanimité, merci beaucoup. Nous allons passer au point du budget annexe lotissement Montouty. Toujours comme sur les autres budgets annexes présentés par Monsieur Combe sur le 5 point numéro 1, le compte financier unique 2025, donc pour retracer l'exercice de l'année 2025. Monsieur Combe, c'est à vous. Donc ce budget comptabilise l'opération d'aménagement et de vente de l'eau qui avait été faite à des familles financées par les travaux, dont les travaux avaient été financés par un emprunt de la commune. Donc le principe avait été de lisser le remboursement, les participations liées à l'achat des lots sur les annuités d'emprunt que rembourse la commune, ce qui fait que désormais ce budget retrace la perception d'une part des loyers qui sont reversés par la commune, par les familles à la commune, et donc le remboursement de l'emprunt par la commune. Donc, en section de fonctionnement, nous avons un solde déficitaire de 1 549,77 € en section de fonctionnement et de 48,69 € en section d'investissement. Nous avions des reports de clôture de 65 252,69 € en section d'investissement
et de moins 53 478,79 € en section d'investissement, qui sont le fruit donc de la comptabilisation de la vente globale de l'ensemble des lots qui a été réalisée en 2023, donc qui vient générer ces résultats de clôture, et petit à petit ça vient se lisser pour qu'en fin de remboursement d'emprunt on soit à zéro quasiment en section d'investissement et en section de fonctionnement. Ce qui fait qu'en cumulé, ce budget affiche un excédentaire à hauteur de 11 773,90 € à la clôture de l'exercice 2025, et ce qui est retracé sur le compte financier unique 2025. Y a-t-il des questions? Oui, Charles Pichery, Saint-Sulpice demain. Juste pour vous demander si c'était possible d'avoir un petit historique sur ce qu'est ce lotissement. Oui, ce lotissement. Je vais laisser la parole à Madame l'adjointe aux solidarités, Madame Blanc. Petit historique sur ce lotissement. En 2018, les gens du voyage, la communauté des gens du voyage ont voulu se sédentariser. Ce lotissement, après plusieurs mois de négociations, a vu le jour en 2020. Il faut dire que cette communauté des gens du voyage sont depuis de très longues années dans nos écoles. Ils travaillent sur la commune. Ils étaient dans un lotissement, ils s'étaient mis sur une parcelle interdite. Et donc, la commune du côté de Montauty avait un terrain et qu'on a rendu pas constructible, mais que l'on a viabilisé en eau et en électricité et en assainissement. J'espère que je ne dis pas de bêtises. Et on leur a permis de faire une construction de 20 mètres carrés, excusez-moi, pour des sanitaires et une cuisine. Voilà. Ils remboursent tous les mois une mensualité de 200, aux alentours de 200 €. J'arrondis, mais c'est moins de 200 € sur 17 ans et demi. Et on suit avec le CCS régulièrement les paiements, et il n'y a jamais eu de défaut de paiement sur le remboursement à la commune. Voilà. Est-ce que ça vous suffit comme explication? C'est moi. Rajouter un point important, c'est que, Monsieur Pichery, je crois que vous étiez dans les parents d'élèves. C'est un sujet qui est souvent, encore une fois, amalgamé par les parents d'élèves et par l'ensemble de la communauté enseignante de Saint-Sulpice, malgré les rappels réguliers de Nathalie Marchand, puisque, par exemple, ce lotissement Montauty, les citoyens de Saint-Sulpice qui vivent dans ce lotissement, certes, ont une façon de vivre différente des habitants traditionnels, puisque on est sur de ce qu'on appelle des terrains familiaux. Cependant, ces habitants aujourd'hui payent des impôts, ont une boîte aux lettres et ont l'ensemble des concessions qui passent, la poste, les poubelles, etc., etc. C'est important cet amalgame parce que l'ensemble de la communauté éducative traite ses habitants toujours pour des gens du voyage, alors que ce sont des habitants de Saint-Sulpice, des Saint-Sulpiciennes et des Saint-Sulpiciens. Et les enfants de ce lotissement ne sont pas des enfants de gens du voyage. Et quand on compte réellement la communauté des gens du voyage, c'est-à-dire l'aire des Gourgues, l'aire de Grand Passage, nous sommes à 2 enfants de la communauté des gens du voyage, alors que les parents d'élèves, l'éducation nationale annonce toujours 15 ou 16 enfants à Louisa Paulin ou à Marcel Pagnol, d'issus de la communauté des gens du voyage. Donc je le dis en conseil municipal parce que je crois que Nathalie Marchand, ça fait à peu près 6 ans que vous le répétez régulièrement, et donc je fais la passerelle entre ce lotissement. Ce lotissement, vous l'avez compris, il était pour traiter une errance liée à des communautés sédentarisées qui étaient toujours sur l'aire des Gourgues, alors que l'aire des Gourgues est gérée dans le schéma d'organisation des gens du voyage comme une aire de passage.
Et donc, ça veut dire un maximum de 3 mois sur site. Alors que ces gens, ça faisait souvent 2-3 ans qu'ils y étaient. Et donc, l'ensemble de l'équipe majoritaire, Madame Blanc en premier, mais également Monsieur Capu, ont pris avec moi ce sujet-là en disant, en fait, on ne va pas mettre la poussière sous le tapis comme beaucoup font. On va vraiment le prendre, le sujet, on va le mettre sur la table et on va le traiter. Mais vraiment avec respect, authenticité, humanité. Et c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Je peux vous dire que ce sont des gens qu'on croise régulièrement à la fête foraine. Moi, je les croise souvent dans la rue de Saint-Sulpice. Et il y avait un accord de principe qui était, nous, on veut bien faire l'effort, mais des paiements rubis sur l'ongle, ce qui est fait depuis 2018. Jamais de retard de paiement sur le remboursement, puisque, en gros, ces citoyens ont fait un crédit bancaire. Au lieu de le faire à la banque, ils l'ont fait à la mairie sur une durée de 17 ans et demi. Mais pour eux, c'est un effort, 200 € tous les mois, vraiment. Et deuxième accord qu'il y avait, c'était de dire on fera ce lotissement et on vous sédentarise à la condition que vous engagiez vraiment les enfants dans une scolarité. Pourquoi ? Parce que sinon, on va répéter le schéma familial et le schéma familial va se répéter. Illettrisme, problématique d'insertion à l'emploi, etc., etc. Et donc, il faut absolument que les enfants aillent à l'école. Et là encore, on a un lotissement où les gens qu'on croise régulièrement avec Laurence Blanc au travers du CCAS, en fait, tous les enfants vont à l'école. Et je suis très heureux de vous dire que certains sont même aujourd'hui dans les rangs du collège, chose qui historiquement n'était jamais arrivée à Saint-Sulpice. Espérons que dans quelques années, nous aurons peut-être certains qui rejoignent les rangs des lycées ou bien des centres d'apprentis, parce que ça voudra dire que vraiment on aura réussi ce pari. Et là où tout le monde annonçait le cataclysme, on a réussi à faire ce qu'on appelle de l'intégration, avec respect et humanité. Y a-t-il d'autres questions sur ce budget, donc point 5.1, vous l'avez compris, le compte financier unique, toujours le sujet de l'ordonnateur ne peut pas être celui qui contrôle, et donc je vais me retirer pour ce point, laisser la parole à Madame la première adjointe et vous laisser contrôler ce budget. Il nous est donc proposé d'approuver le compte financier unique de l'exercice 2025 du budget annexe lotissement Montoti de la commune. Qui est contre? Qui s'abstient? Un vote donc favorable à l'unanimité. Je vous remercie. Merci Madame la première adjointe, je reprends la présidence de ce conseil municipal. Pas d'affectation de résultats, puisque vous l'avez compris, c'est un budget déjà déficitaire, c'est une avance en fait de trésorerie, ça arrive quelquefois sur des budgets annexes, puisque la mécanique est d'avancer l'argent, de pouvoir créer un budget annexe pour que vous puissiez de manière sincère et transparente le contrôler. Donc on passe directement au budget 2026, c'est-à-dire budget qu'on appelle budget supplémentaire, et je vais laisser la parole à Monsieur le directeur financier, Jérémy Combe. Donc, comme pour le transport urbain, le budget supplémentaire vient reprendre simplement les résultats qui viennent d'être validés, avec une reprise de l'excédent de fonctionnement 2025 à hauteur de 65 252,69 € en section de fonctionnement, en recettes, qui sont réaffectés en dépenses du chapitre 011. Effectivement, c'est une particularité des budgets de lotissement. Il n'y a pas d'affectation de résultats et on doit reprendre les résultats tels qu'ils sont dans chaque section. Ce qui fait que la section de fonctionnement vient s'équilibrer à 66 992,69 € et celle d'investissement est équilibrée à 71 478,79 € avec la reprise du déficit de moins 53 478,79 €. Les recettes étant compensées par une projection de participation du budget principal pour venir équilibrer cette section. Dire que ce lotissement est en assainissement, Madame Blanc, vous vous êtes pas trompée tout à l'heure, en zone d'assainissement non collectif, donc exploité par quand même la société Suez et contrôlé par l'intercommunalité, puisque l'assainissement non collectif
et surveillé par l'intercommunalité et ses services. Pas de questions. Je vous propose donc de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Vote à l'unanimité. Merci beaucoup. Nous allons passer à un autre budget annexe, celui des énergies renouvelables pour le service public industriel et commercial, le SPIC ENR. Et donc, toujours le même sujet pour un compte financier unique en point numéro 1. Cette fois-ci, je vais laisser la place à monsieur le directeur du SPIC, monsieur Alaric Berlureau. Il marche, oui. Merci monsieur le maire. Donc le budget SPIC, service public industriel et commercial, reprend les activités de la collectivité concernant l'exploitation de la production d'énergie renouvelable. À ce jour, nous avons en exploitation la centrale photovoltaïque en autoconsommation collective qui est constituée de 2 toitures, celle qui est posée sur l'espace Auguste Millès et celle qui est posée sur le centre technique municipal. Au niveau du compte financier unique de 2025, donc il reprend la finalisation des travaux de réalisation de ces 2 toitures pour la partie autoconsommation collective et la mise en place et les premières facturations de la production de ces toitures, puisque la centrale de Millès a été livrée au mois de mai 2025 et celle du CTM a été exploitée à partir du mois d'octobre 2025. Ce compte financier unique 2025 fait apparaître un solde excédentaire de 17 494,50 € en fonctionnement et de 28 253,67 € en investissement, donc ce qui amène à un résultat de clôture global déficitaire de 17 351,34 €. Pour autant, nous avons des restes à réaliser, notamment un montant de 160 000 € de recettes, puisque ce budget porte aussi les études concernant le réseau de chaleur urbain. Et donc nous avions anticipé pour financer la réalisation de ces études et le lancement de ce réseau de chaleur sur l'emprunt qui a été fait pour financer la partie réalisation de la toiture photovoltaïque, puisque il n'y a pas d'apport du budget principal sur ce budget, puisqu'il s'équilibre entre ses recettes propres et ses dépenses propres. Et il reste un morceau de dépenses en reste à réaliser de 1 250 € en dépenses d'investissement qui a été inscrit, qui était en reste à réaliser d'ailleurs, qui a été réalisé depuis le début de l'année. Donc voilà pour ce compte financier unique de 2025 concernant le SPIC énergie renouvelable. Mesdames et messieurs, y a-t-il des questions? Merci, monsieur le directeur du SPIC. Pas de questions, donc l'ordonnateur ne peut pas se contrôler lui-même. Je suis l'ordonnateur du SPIC et je vous propose donc de me retirer du conseil municipal, laisser la présidence à madame la première adjointe pour ce vote sur le CFU 2025. Il nous est donc proposé d'approuver le compte financier unique de l'exercice 2025 du budget annexe de services publics industriels et commercial ENR de la commune. Qui est contre? S'abstient? Un vote donc favorable à l'unanimité. Merci beaucoup. Merci Madame la Première Adjointe. Je reprends la présidence du conseil municipal. Cette fois-ci, pour toujours le SPIC, un service public industriel et commercial énergie renouvelable, mais cette fois-ci, on reprend la tradition avec un point 2 qui est l'affectation de résultats. Et pour présenter ce point, je vais laisser bien sûr la parole à monsieur le directeur du SPIC, monsieur Berlureau. Merci monsieur le maire. Donc cette affectation de résultats reprend les résultats du compte financier unique avec la reprise du déficit d'exploitation de 17 494,50 € constaté et repris donc en section de fonctionnement article R002. Le résultat est l'excédent d'investissement théorique de 2025 de 123 904,16 €
reste affecté aux recettes d'investissement pour l'année 2026. Y a-t-il des questions? Pas de questions sur ce budget. Je vous propose cette affectation de résultats. Je vous propose donc de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Vote à l'unanimité. Merci beaucoup. On va passer au point numéro 3 cette fois-ci. Donc comme tous les autres budgets, sur le versant 2026 qu'on appelle budget supplémentaire. Et pour présenter ce point, je vais laisser la parole à Monsieur le directeur du SPIC, Monsieur Berlureau. Merci Monsieur le maire. Donc ce budget supplémentaire reprend cette affectation de résultats avec une section de fonctionnement qui s'équilibre donc à 97 494,50 € avec la reprise du déficit d'exploitation de l'année 2025. Quant à la section d'investissement, elle s'équilibre à 2 752 095,84 puisque nous y avons inclus les travaux et notamment les crédits d'études et les travaux nécessaires à la réalisation du réseau de chaleur urbain, et en recettes, les subventions liées au C2E et au fonds de chaleur de l'ADEME pour réaliser cet ouvrage. La différence entre le coût total des travaux et les subventions que nous percevrons sera financée par de l'emprunt. Ouais. Y a-t-il des remarques ou des questions? Je vous propose donc de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Vote à l'unanimité. Merci beaucoup. Nous allons passer au dernier budget annexe, le 7.1, sur le budget annexe du service public de gestion du réseau d'eau pluviale urbaine, puisque nous avions décidé de bien séparer la gestion de l'assainissement, qui est lié vraiment à un compte annexe et notamment des recettes spécifiques qui sont issues des facturations des personnes qui reçoivent notamment les factures d'assainissement de la société Suez, du budget annexe du service public d'eau pluviale urbaine. Ce n'était pas une obligation, mais une politique volontariste. On avait pris un pari avec M. Combe d'ouvrir un budget annexe par an durant le mandat, donc pari tenu. Mais c'était surtout aussi pour une notion, pour vous, les citoyens et pour les citoyennes, d'une transparence, parce que sinon, ce budget aurait été noyé en fait dans le budget principal. Et là, ça permet d'avoir une meilleure traçabilité, une meilleure visibilité pour l'ensemble des conseillères et conseillers municipaux, mais également des citoyens. Pour présenter ce point donc, sur le CFU, compte unique financier unique 2025, je vais laisser la parole à Monsieur le directeur financier, Jérémy Combe. Donc effectivement, ce nouveau budget annexe a débuté son exécution comptable en 2025. Et donc on est venu retracer les redevances que nous versons à la commune, que verse la commune au délégataire Suez, ainsi que des opérations nécessaires au bon fonctionnement du réseau, opérations d'entretien courant de ce réseau, qui ont été comptabilisées en section de fonctionnement et qui ont été financées par une subvention d'équilibre de démarrage qui a été versée par le budget principal à hauteur de 200 000 € en 2025 au chapitre 65 de ce budget. Ce qui fait qu'à la clôture de l'exercice 2025, ce budget affiche un résultat de la section de fonctionnement excédentaire à hauteur de 151 305,18 €. Il n'y avait pas de section d'investissement à l'ouverture de ce budget, puisque pas d'investissement programmé sur 2025 dans le cadre du réseau d'eau pluviale urbaine. Y a-t-il des questions? Avant que je quitte la salle, vous l'avez compris, l'ordonnateur ne peut pas être celui qui contrôle, et donc je vais laisser la présidence du conseil municipal à Madame la première adjointe, Anne Mahalem. Il nous est donc proposé d'approuver le compte financier unique de l'exercice 2025 du budget annexe de service public de gestion du réseau d'eau pluviale urbaine de la commune. Qui est contre? Qui s'abstient? Un vote favorable à l'unanimité. Je vous remercie.
Mesdames et messieurs, merci Madame la Première adjointe. Comme tous les autres budgets, nous allons passer à l'affectation du résultat sur le 7.2. Après le compte financier unique 2025, l'affectation donc résultat. Et je vais laisser la parole à Monsieur le directeur financier Jérémy Combe. Donc il convient d'affecter le résultat constaté à hauteur de 151 305,18 €. Il vous est proposé de l'affecter en recette de la section d'investissement à l'article 1068 à hauteur de 50 000 € pour venir financer des opérations d'entretien durable du réseau et de reporter la différence en section de fonctionnement à l'article R002 pour un montant de 101 305,18 €. Y a-t-il des questions? Pas de questions. Je vous propose donc de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Vote à l'unanimité. Merci beaucoup. Nous allons passer au point 7.3 sur le budget qu'on appelle donc le budget supplémentaire, vous l'avez compris, 2026. Et donc pour présenter ce point et terminer cette présentation financière, je vais laisser la parole à Monsieur Combe. Donc par rapport au budget primitif, le budget supplémentaire du budget annexe d'eau pluviale vient juste reprendre les résultats affectés avec une reprise de l'excédent de fonctionnement 2025 à hauteur de 101 305,18 € en recettes de la section de fonctionnement qui sont ventilés en dépenses de cette même section sur des dépenses d'entretien courant du réseau au chapitre 011 et pour le paiement de la redevance contractuelle que nous devons au délégataire Suez au chapitre 65 pour venir équilibrer donc la section de fonctionnement à 136 305,18 €. En section d'investissement, donc, on vient ouvrir une section d'investissement plutôt pour ce budget à hauteur de 50 000 € pour financer des travaux d'entretien de réseau sur deux sites de la commune pour un montant de 50 000 € en dépenses et en recettes qui viennent équilibrer cette section. Merci Monsieur Combe. Avant de passer au vote, y a-t-il des questions? Je propose donc de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Vote à l'unanimité. Mesdames et messieurs, vous avez à l'écran la présentation donc agrégée, compilée de tous les budgets que nous venons de passer. Le budget principal, le budget d'assainissement, à la fois l'eau usée mais également l'eau pluviale que nous venons de passer. Nous parlons d'ENR, donc de production d'énergie renouvelable. Le lotissement Montouti, donc l'héritage d'une politique volontariste, notamment sur la partie solidarité. Et enfin, le transport urbain, on parle de mobilité au sein de notre commune. Et donc vous avez le bilan des dépenses et des recettes à la fois en total, en bas de page, sur la colonne fonctionnement et sur la colonne investissement. Je vous propose, mesdames et messieurs, il est 20h30, de faire, puisque nous sommes en Coupe du Monde de foot, il y a, je ne sais pas si vous le suivez aux États-Unis, au Mexique, il y a ce qu'on appelle la pause fraîcheur. Et je vous propose de prendre 10 minutes de pause fraîcheur. Je ferme donc ce conseil municipal pendant 10 minutes et retour à 20h40. Bonne pause fraîcheur, des bonnets et des caleçons de bain vous attendent. Vous pouvez aller faire un plongeon dans la piscine.